Tu as 3 jours pour faire tes valises et quitter cette maison. » La voix de mon fils résonnait dans le salon, froide et tranchante comme l'acier. Ses yeux, autrefois remplis d'affection, me fixaient maintenant avec une détermination glaciale. J'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux. Comment en étions-nous arrivés là? « J'ai les papiers que tu as signés l'année dernière. Cette maison m'appartient légalement maintenant, » a-t-il poursuivi en me tendant un document officiel. « Je veux la vendre et l'acheteur veut prendre possession rapidement. » J'étais paralysé, incapable de répondre. À 78 ans, je me retrouvais face à mon propre fils qui me mettait à la porte de la maison que j'avais construite de mes propres mains. La maison où je l'avais élevé après le décès de sa mère. Le lendemain matin, il est revenu pour vérifier l'avancement de mon déménagement. Son visage s'est décomposé quand il a vu que je n'avais pas bougé une seule chaise. J'ai calmement sorti un dossier de mon bureau et l'ai posé sur la table. « C'est l'original du testament de ta mère », ai-je dit doucement. Il contient une clause particulière que j'avais oubliée. Regarde la page 3. Son visage a pâli en lisant. Cette clause stipulait clairement que la propriété ne pouvait être vendue sans l'accord unanime de tous les héritiers, y compris moi. Le document qu'il m'avait fait signer n'était qu'un transfert temporaire pour des raisons fiscales, pas une cession définitive. Cette maison ne sera jamais vendue tant que j'y habiterai, ai-je déclaré fermement. Il a froissé le papier dans ses mains tremblantes et est sorti en claquant la porte. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés à cette situation. Chapitre 1-3. Les premiers rayons du soleil d'automne filtrent à travers les volets de ma chambre. Il est à peine 6 heures, mais mes vieux os n'ont plus besoin d'autant de sommeil qu'avant. C'est une habitude que j'ai gardée de mes années de travail à l'usine, se lever avant le jour pour profiter du calme matinal. Aujourd'hui, ce rituel prend une saveur particulière, car je sens que quelque chose va se produire. Une intuition peut-être, ou simplement la connaissance de mon fils. La maison craque doucement, comme elle le fait depuis 50 ans. Chaque planche de ce plancher raconte une histoire. Celle-ci, près de la fenêtre, c'est là où Christian a fait ses premiers pas. Cette entaille sur le montant de la porte, c'est quand il a lancé son jouet dans une colère d'enfant. Les murs portent encore les traces des cadres photos que j'ai enlevés après le départ de sa mère. Cette maison, c'est plus que des briques et du mortier. C'est le livre de notre vie. Je prépare mon café dans la cuisine, la même tasse ébréchée depuis des années. Mon arthrite me fait souffrir plus que d'habitude ce matin, comme si mon corps me prévenait d'un orage à venir. Pas celui du ciel, mais celui des relations humaines. Le téléphone sonne, me sortant de mes pensées. « Allô, papa? C'est moi. Je passerai te voir ce matin. J'ai quelque chose d'important à te dire. » La voix de Christian est étrange, professionnelle, distante. Celle qu'il utilise pour ses affaires, pas pour parler à son père. J'ai un mauvais pressentiment. « Bien sûr, je serai là. Tu veux que je prépare quelque chose? »« Non, ce n'est pas nécessaire. À tout à l'heure. » Il raccroche avant que je puisse dire autre chose. Un court appel, presque administratif. Je regarde par la fenêtre de la cuisine, observant le jardin que j'entretiens depuis que j'ai pris ma retraite. Les tomates sont presque mûres, et les roses que j'ai plantées pour le 10e anniversaire de la mort de sa mère sont en pleine floraison. Le temps passe lentement quand on attend une mauvaise nouvelle. Je m'occupe comme je peux, rangeant des livres, essuyant la poussière sur les photos de famille. Sur l'une d'elles, Christian et moi posons devant la maison fraîchement repeinte. Il devait avoir 12 ans. Ses yeux brillaient d'admiration quand je lui ai montré comment tenir un pinceau correctement. « Un jour, tout ça sera à toi », lui avais-je dit. Je ne savais pas alors que ces mots prendraient un sens si cruel. À 10h30 précise, j'entends sa voiture se garer devant la maison. Une grosse berline allemande, trop luxueuse pour les routes étroites de notre village. Il est devenu quelqu'un d'important dans une entreprise immobilière à Paris. Un développeur, comme il se présente maintenant, loin du garçon qui courait pieds nus dans le jardin. La sonnette retentit, 2 coups brefs.
Je l'ai élevé seul après que sa mère nous a quittés quand il avait 8 ans. Cancer foudroyant. 1 an de souffrance, puis le silence. J'ai dû être à la fois père et mère, tout en travaillant à l'usine. Des années difficiles, mais nous les avons traversées ensemble. Du moins, je le croyais. J'ouvre la porte et il se tient là, costume impeccable, attaché case en cuir à la main. Il a les traits tirés, mais ce n'est pas la fatigue du travail, c'est la détermination. « Bonjour papa », dit-il en entrant sans attendre mon invitation comme s'il était déjà chez lui. Je le suis jusqu'au salon. Il s'installe dans le fauteuil, pas celui où il s'asseyait enfant, mais celui qui fait face à la table, position de pouvoir. Je m'assieds face à lui, sentant mon cœur s'accélérer. « Comment vas-tu? Tu veux du café ?» lui demandai-je, tentant de retarder l'inévitable. « Non merci. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois être à Paris pour une réunion cet après-midi. » Il ouvre son attaché-case et en sort des documents soigneusement rangés dans une chemise bleue. Je reconnais le logo du notaire de la famille, Maître Lucienne, qui s'occupe de nos affaires depuis des décennies. « Papa, tu te souviens des papiers que tu as signés l'année dernière, quand je t'ai parlé d'optimisation fiscale ? Je me rappelle vaguement d'une pile de documents. Christian m'avait expliqué qu'il s'agissait d'une stratégie pour payer moins d'impôts, quelque chose à propos de la transmission de patrimoine. J'ai toujours fait confiance à mon fils pour ces choses-là, les questions d'argent, de papier, de taxes. Tout ça me dépasse. Oui, je crois. Pourquoi ? Il sort un document et le pose devant moi. Je vois ma signature en bas de la page, mais les termes juridiques me sont incompréhensibles. Ces papiers m'ont transféré la pleine propriété de la maison, dit-il d'une voix maîtrisée. Légalement, cette maison m'appartient maintenant. Je sens un froid m'envahir. Ma gorge se serre. Mais tu m'avais dit que c'était juste pour les impôts, que rien ne changerait. J'ai trouvé un acheteur, poursuit-il comme s'il ne m'avait pas entendu. Une famille de Paris qui cherche une résidence secondaire. Ils offrent un excellent prix, bien au-dessus du marché. Je ne comprends pas. Ou plutôt, je ne veux pas comprendre. Vendre la maison? Mais c'est notre maison. C'est là que tu as grandi. C'est là que ta mère... Papa, me coupe-t-il, soyons pratiques. Cette maison est trop grande pour toi seul. Tu as du mal à entretenir le jardin, à monter les escaliers. Ce n'est plus adapté à ton âge. Mais où veux-tu que j'aille? Ma voix tremble malgré moi. J'ai trouvé une résidence pour seniors à Orléans. Très bien noté, avec des activités, du personnel médical. Tu y seras bien mieux qu'ici, isolé. Il sort une brochure colorée de sa mallette. Des personnes âgées, souriantes, jouent aux cartes, se promènent dans un jardin bien entretenu. Un paradis artificiel pour ceux dont la société ne sait plus quoi faire. Je ne veux pas aller dans une maison de retraite, dis-je fermement. Je veux rester ici, chez moi. Son visage se durcit légèrement. Je reconnais cette expression, celle qu'il avait adolescent quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Ce n'est plus chez toi, papa, c'est chez moi, et j'ai besoin de vendre. Besoin? Tu gagnes bien ta vie. Pourquoi aurais-tu besoin de vendre la maison de ton enfance? Il détourne le regard un instant, première fissure dans sa façade professionnelle. J'ai fait quelques mauvais investissements. Rien de grave, mais j'ai besoin de liquidité rapidement. La vérité commence à se dessiner. Mon fils, le brillant homme d'affaires, a des problèmes financiers. Et sa solution est de vendre le toit qu'il a abrité toute son enfance. De me déraciner à 78 ans. Combien de temps j'ai? Demandai-je, la gorge serrée. Les acheteurs veulent prendre possession rapidement. Ils aimeraient emménager avant la fin du mois. La fin du mois? Mais c'est dans moins d'une semaine. Il consulte sa montre, visiblement mal à l'aise. Tu as 3 jours pour faire tes valises et quitter cette maison, finit-il par dire, chaque mot comme un coup de poignard. J'ai déjà versé un acompte pour la résidence. Ta chambre t'attend. Je reste silencieux, incapable de répondre. Dans ma tête défilent les images de 50 ans passés entre ces murs. Le jour où nous avons emménagé, jeune marié plein d'espoir. La naissance de Christian, les premiers Noëls. Le dernier souffle de ma femme dans notre chambre à l'étage.
toute une vie condensée dans cette maison que mon fils veut maintenant vendre pour renflouer ses comptes. Je repasserai après-demain pour voir où tu en es dans tes préparatifs, dit-il en se levant. Je t'aiderai à emballer ce que tu veux emporter. Et le reste? Demandai-je, pensant aux meubles, aux souvenirs, à toute une vie d'accumulation. On fera un tri. Ce qui a de la valeur pourra être vendu. Le reste? Il laisse sa phrase en suspens. Le reste, les fragments de notre histoire familiale, sera jeté aux encombrants comme de vulgaires déchets. Il remet ses papiers dans sa mallette, referme le tout avec un claquement sec. Affaire conclue. Père expulsé. Je dois y aller. Ma réunion, dit-il en regardant à nouveau sa montre. Il hésite un instant, puis s'approche pour me faire une rapide accolade. Je reste de marbre. C'est pour ton bien, papa. Tu verras, tu seras mieux là-bas. Plus de jardin à entretenir, plus de maison à chauffer, et tu ne seras pas seul. Je ne réponds toujours pas. Que pourrais-je dire? À après-demain alors, conclut-il avant de partir. La porte se referme derrière lui. J'entends le moteur de sa voiture démarrer, puis s'éloigner. Et je reste là, debout au milieu du salon, avec l'impression que le sol s'est ouvert sous mes pieds. 3 jours, 72 heures pour emballer une vie entière. Je m'effondre dans le fauteuil, celui où s'asseyait ma femme quand elle tricotait. Les larmes viennent, lentes et amères. Pas seulement pour la maison que je vais perdre, mais pour le fils que j'ai déjà perdu. Le soir tombe doucement sur la maison. Je n'ai pas bougé, paralysé par le choc et l'indécision. La faim finit par me tirer de ma torpeur. Machinalement, je me dirige vers la cuisine et me prépare un simple sandwich. Je n'ai pas l'énergie pour plus. En mangeant, mon regard tombe sur le vieux secrétaire dans le coin de la pièce. C'était celui de ma femme. Elle y rangeait tous les documents importants de la famille. Christian l'a toujours ignoré, le considérant comme un meuble démodé sans valeur. Une pensée me traverse l'esprit. Les papiers que j'ai signés l'année dernière. Avais-je vraiment compris ce que je signais? Christian avait parlé d'optimisation fiscale, pas de transfert de propriété. M'aurait-il menti? Je termine mon maigre repas et me dirige vers le secrétaire. La battante grince quand je l'ouvre. À l'intérieur, tout est méticuleusement rangé comme l'aurait voulu ma femme. Des factures, des garanties d'électroménager, les bulletins scolaires de Christian. Et tout au fond, dans une chemise en cuir usé, le testament de ma femme. Je le sors avec précaution. Nous l'avions fait rédiger ensemble après son diagnostic, quand il était devenu évident qu'elle ne guérirait pas. Je me souviens de chaque mot, ou du moins, je le croyais. En relisant le document à la lumière de ma lampe, un paragraphe attire mon attention. Une clause que j'avais oubliée, ou peut-être que je n'avais jamais vraiment comprise. En cas de vente de la résidence principale, l'accord unanime de tous les héritiers désignés sera nécessaire, incluant le conjoint survivant qui conserve un droit d'usage et d'habitation à vie. Je lis et relis ces lignes. Si je comprends bien, même si Christian est propriétaire sur le papier, il ne peut pas vendre la maison sans mon accord tant que je suis vivant. J'ai un droit d'habitation à vie. Pour la première fois depuis des heures, je sens une lueur d'espoir. Je continue à fouiller dans le secrétaire et trouve les doubles des papiers que j'ai signés l'année dernière. En les examinant plus attentivement, je constate qu'il s'agit bien d'un transfert de propriété, mais nulle part il n'est mentionné que je renonce à mon droit d'habitation. Je ne suis pas juriste, mais j'ai l'intuition que mon fils a voulu aller trop vite. Qu'il a soit ignoré cette clause, soit espéré que je ne la découvrirai jamais. Mon téléphone sonne, me faisant sursauter. C'est Alexandre, mon voisin et ami depuis 30 ans. Olivier, je viens de voir la voiture de Christian partir. Tout va bien? Alexandre est le seul qui a remarqué les visites de plus en plus rares de mon fils. Le seul qui s'inquiète vraiment pour moi. Non, rien ne va, répondais-je, la voix tremblante. Christian veut vendre la maison. Il me donne 3 jours pour partir. Quoi? Mais il ne peut pas faire ça. Il dit que la maison lui appartient légalement. Des papiers que j'ai signés. Tu as besoin d'un avocat, Olivier. Immédiatement. Un avocat? Je n'ai pas les moyens. J'ai un neveu qui est juriste à Tours. Je vais l'appeler tout de suite. En attendant, ne signe rien d'autre et ne commence pas à faire tes valises.
Tu m'entends? Ne bouge pas d'un pouce. » La détermination dans sa voix me redonne courage. Alexandre a toujours été un homme d'action. « D'accord, » dis-je. « Merci, Alexandre. Je passe te voir demain matin. Tiens bon, mon ami. » En raccrochant, je sens ma résolution se renforcer. Je ne partirai pas. Pas comme ça. Pas chassé de ma propre maison par mon propre fils. Cette nuit-là, je ne dors presque pas. Je repense à Christian enfant, adolescent, puis adulte. Comment notre relation s'est progressivement détériorée après qu'il a commencé à travailler à Paris. Ses visites de plus en plus rares, ses appels de plus en plus courts, comme si la distance géographique avait créé une distance émotionnelle. Au petit matin, je prends une décision. Je ne vais pas seulement me battre pour rester dans ma maison. Je vais aussi essayer de comprendre ce qui est arrivé à mon fils, ce qui l'a transformé en cet étranger en costume qui veut me mettre à la porte. Je me lève, déterminé. La journée s'annonce longue, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sens vivant. Le combat ne fait que commencer. Le lendemain, je me réveille avec une énergie nouvelle. La nuit a été courte, mais je me sens plus déterminé que jamais. Le soleil est à peine levé quand j'entends frapper à ma porte. Alexandre est fidèle à sa parole. Il est là, accompagné d'un jeune homme que je n'ai jamais vu. « Olivier, je te présente mon neveu Étienne. Il est juriste spécialisé en droit immobilier. » Étienne me serre la main fermement. Il a une trentaine d'années, l'air sérieux, mais bienveillant. « Monsieur, mon oncle m'a expliqué votre situation. Pouvons-nous voir les documents dont vous nous avez parlé ?» Nous nous installons à la table de la cuisine. Je leur sers du café pendant qu'Étienne examine méticuleusement le testament de ma femme et les papiers que j'ai signés pour Christian. Son visage s'éclaire au fur et à mesure de sa lecture. « C'est exactement comme je le pensais », dit-il en relevant la tête. « La clause du testament est parfaitement claire et toujours valide. Vous avez un droit d'usage et d'habitation à vie sur cette maison, indépendamment du transfert de propriété. Votre fils ne peut pas vous expulser et il ne peut pas vendre sans votre consentement. » Alexandre frappe la table du plat de la main, triomphant. « Je le savais. Christian ne peut pas te mettre à la porte comme ça. » Je sens un immense soulagement m'envahir, suivi presque immédiatement par une profonde tristesse. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Comment mon fils a-t-il pu penser qu'il pouvait me traiter ainsi? « Que dois-je faire maintenant ?» demandai-je à Étienne. « Ne faites rien. Ne préparez pas vos affaires, n'emballez rien. Quand votre fils reviendra, montrez-lui simplement cette clause du testament. S'il insiste, dites-lui que vous êtes prêt à défendre vos droits légalement. Vous pensez qu'il pourrait contester ?» Étienne réfléchit un instant. « Il pourrait essayer, mais il perdrait. Cette clause est limpide. Et aucun juge ne donnera raison à un fils qui veut expulser son père âgé de sa maison familiale, surtout quand le testament de la mère est aussi explicite. » Nous discutons encore un moment de la stratégie à adopter. Étienne me laisse sa carte et me promet de rester disponible si les choses se compliquent. Alexandre, lui, insiste pour rester avec moi aujourd'hui. « Je ne veux pas que tu affrontes ça seul, mon ami. » Sa présence me réconforte. Mais je sens que c'est une bataille que je dois mener seul. Une confrontation nécessaire entre un père et son fils qui s'est égaré. Merci, Alexandre. Mais je préfère gérer ça moi-même. C'est entre Christian et moi. Il comprend bien qu'à contre-cœur et me promet de rester à proximité, prêt à intervenir si besoin. Après leur départ, je m'installe dans mon fauteuil près de la fenêtre et regarde le jardin. Les souvenirs m'assaillent. Christian, à 5 ans, apprenant à faire du vélo sur le petit chemin gravillonné. À 12 ans, construisant une cabane dans le vieux chêne. À 16 ans, embrassant sa première petite amie, croyant que je ne les voyais pas derrière la haie. Quand tout a-t-il commencé à changer? Était-ce quand il est parti étudier à Paris, ou bien avant, quand sa mère est décédée et que j'ai dû jongler entre mon travail et son éducation? Ai-je commis des erreurs dont je ne me rends compte que maintenant? Je me lève et monte lentement les escaliers jusqu'à son ancienne chambre. Elle est restée presque intacte depuis son départ pour l'université.
Les posters de groupes de rock sur les murs, les étagères remplies de trophées sportifs, la bibliothèque avec ses livres d'économie, sa passion déjà à l'époque. Sur le bureau, une vieille photo nous montre tous les trois, sa mère, lui et moi, lors d'un pique-nique au bord de la Loire. Nous sourions. Nous étions heureux. En redescendant, je passe devant la chambre que je partageais avec ma femme. Notre chambre, où elle est morte une nuit d'hiver, me tenant la main jusqu'à son dernier souffle. « Prends soin de notre fils », avait-elle murmuré, « il aura besoin de toi ». Ai-je failli à cette promesse? Ou est-ce Christian qui a changé au point de devenir méconnaissable? Le téléphone sonne, me tirant de mes pensées. C'est maître Lucienne, la notaire de la famille. « Monsieur Olivier ?» « Bonjour, c'est maître Lucienne. Je vous appelle car j'ai reçu des documents concernant la vente de votre maison. Votre fils m'a demandé de préparer l'acte de vente, mais quelque chose me trouble. Dites-moi, maître. J'ai dans mes archives le testament de votre épouse et il me semble que vous bénéficiez d'un droit d'habitation à vie. Votre fils m'a assuré que vous étiez d'accord avec cette vente, mais je préfère m'en assurer directement auprès de vous. » Je souris intérieurement. Lucienne a toujours été une femme intègre. Elle aurait pu simplement suivre les instructions de Christian, mais elle a pris la peine de vérifier. « Non, maître. Je ne suis pas d'accord avec cette vente. Mon fils m'a donné 3 jours pour quitter ma maison, sans me laisser le choix. Un silence au bout du fil. Je peux presque entendre son indignation. Je vois. Dans ce cas, je ne peux pas procéder à cette vente. Je vais devoir en informer votre fils. Merci, maître. Je lui parlerai moi-même quand il reviendra demain. Voulez-vous que je vous envoie une copie certifiée du testament? Cela pourrait vous être utile. Ce serait très aimable, merci. » En raccrochant, je me sens plus fort. Je ne suis pas seul dans cette bataille. La loi est de mon côté, tout comme les gens qui ont connu ma famille depuis des décennies. Je passe la journée à réfléchir à ce que je dirai à Christian. Pas seulement sur la question juridique, mais sur ce qui est arrivé à notre relation. Comment en sommes-nous arrivés à ce point où il peut envisager de me mettre à la porte sans remords? Qu'ai-je manqué pendant toutes ces années? Le soir venu, je reçois un email de Christian. « Papa, j'espère que tu as commencé à préparer ton déménagement. Je passerai demain en fin de matinée pour voir où tu en es et t'aider à emballer le reste. J'ai déjà informé la résidence de ton arrivée prochaine. Ils t'attendent mardi. » Pas de cordialement, pas de « je t'embrasse ». Juste ce message froid et pratique, comme s'il s'adressait à un simple locataire récalcitrant. Je ne réponds pas. Cette nuit-là, je dors étonnamment bien. La certitude d'être dans mon droit m'apporte une sérénité que je n'ai pas ressentie depuis longtemps. Au matin, je me réveille déterminé. Je prends un petit déjeuner copieux, me rase soigneusement et m'habille avec mes meilleurs vêtements. Pas pour impressionner Christian, mais pour me sentir fort. Je dispose le testament et les autres documents sur la table du salon, bien en évidence. À 11h30 précise, j'entends la voiture de mon fils se garer devant la maison. Je respire profondément et me prépare à l'affrontement. Il entre sans frapper, comme si la maison lui appartenait déjà pleinement. Son regard balaye le salon, constatant avec irritation que rien n'a été emballé ou déplacé. « Papa, tu n'as rien préparé? Je t'avais dit que nous partions aujourd'hui. » Je reste assis dans mon fauteuil, calme. « Bonjour Christian, nous devons parler. » Son visage se crispe. Il n'y a rien à discuter. Les papiers sont clairs. Cette maison m'appartient et j'ai trouvé un acheteur. La résidence t'attend. C'est pour ton bien. Pour mon bien ou pour le tien? Ma voix est douce mais ferme. Assieds-toi s'il te plaît. À contre-cœur, il s'assied face à moi. Je pousse vers lui le testament ouvert à la page de la fameuse clause. Lis ça s'il te plaît. Il prend le document, son impatience évidente. Puis son expression change. Ses sourcils se froncent, ses lèvres se pincent. Il relit plusieurs fois le paragraphe, comme s'il espérait que les mots changeraient. « Ce testament date d'il y a 20 ans, dit-il finalement, tentant de garder son assurance. Les papiers que tu as signés l'an dernier ont préséance. Pas sur un droit d'habitation à vie inscrit dans un testament.
J'ai vérifié avec un juriste et maître Lucienne m'a appelé hier. Elle refuse de procéder à la vente sans mon consentement explicite. Son visage pâlit. Tu as parlé à Lucienne ? C'est elle qui m'a contacté après avoir reçu ta demande de préparer l'acte de vente. Elle connaissait l'existence de cette clause. Christian se lève brusquement et fait les 100 pas dans le salon. Je vois la colère et la frustration monter en lui. Tu ne comprends pas, j'ai besoin de cet argent. J'ai des dettes, des créanciers qui me pressent. Cette vente est ma seule solution. C'est donc ça. Mon fils, le brillant homme d'affaires, est au bord de la faillite. Et sa solution est de vendre la maison familiale, de déraciner son propre père. Combien ? Demandai-je simplement. Quoi ? Combien de dettes as-tu ? De combien d'argent as-tu besoin ? Il hésite, puis lâche un chiffre qui me fait vaciller. Une somme énorme, bien supérieure à ce que j'ai pu gagner en une vie de travail à l'usine. Comment en es-tu arrivé là ? Il se rassied, soudain l'air vaincu. Pour la première fois, j'entrevois sous le masque du professionnel sûr de lui, l'homme dépassé qu'il est réellement. Des investissements qui ont mal tourné. Le marché immobilier s'est effondré l'année dernière. J'avais misé gros sur des projets qui semblaient prometteurs. Puis il y a eu ce partenaire qui m'a trahi. Et ta femme ? Tes économies ? Un rire amer lui échappe. Hélène est partie il y a 6 mois, quand elle a compris que j'étais ruiné. Elle a pris ce qui restait de nos économies. Quant à l'entreprise, elle ne vaut plus rien. Je ne savais pas pour son divorce. Il ne me l'avait pas dit. Comme tant d'autres choses qu'il ne partage plus avec moi depuis des années. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé de l'aide ? Il lève les yeux, surpris. De l'aide ? Quelle aide pourrais-tu m'apporter ? Tu vis avec ta petite retraite. Je n'ai pas d'argent à te donner, c'est vrai, mais j'aurais pu t'écouter, te conseiller. J'ai vécu la récession des années 80, le chômage, les difficultés. Je sais ce que c'est que de traverser des temps difficiles. Ce n'est pas pareil. Mes dettes se comptent en centaines de milliers d'euros. Alors la solution est de me mettre à la porte, de vendre la maison où tu as grandi, où ta mère est morte, de m'envoyer finir mes jours parmi des étrangers. Il a au moins la décence de paraître gêné. Je n'avais pas le choix. C'était la solution la plus rapide, la plus simple. Pour toi, peut-être, pas pour moi. Un long silence s'installe entre nous. Le tic-tac de la vieille horloge du salon résonne comme un métronome implacable, marquant chaque seconde de cet affrontement douloureux. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» demande-t-il finalement. « Tu ne peux pas m'empêcher de vendre indéfiniment. »« Non, mais je peux t'empêcher de vendre tant que je suis en vie, » réponds-je calmement. « À moins que tu ne me fasses interner pour m'arracher mon consentement. Est-ce ton prochain plan ?» Il a un mouvement de recul, comme frappé par mes paroles. « Pour qui me prends-tu ? Je ne ferai jamais ça. Tu étais prêt à me mettre à la porte en 3 jours. Qui sait jusqu'où tu serais allé ensuite ?» Il se lève à nouveau, passant nerveusement ses mains dans ses cheveux. Je vois l'homme acculé qu'il est, désespéré, cherchant une issue. « Que vais-je faire maintenant ?» murmure-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Et c'est à ce moment-là que je prends conscience de l'ampleur de son désarroi. Christian n'est pas seulement un fils ingrat, voulant se débarrasser de son vieux père. C'est un homme au bord du gouffre qui a vu dans cette maison sa dernière planche de salut. Une idée me vient alors. Peut-être existe-t-il une solution qui pourrait nous aider tous les deux. Une solution que ma femme aurait approuvée. « Christian, assieds-toi. Je crois que j'ai une proposition à te faire. » Il me regarde, méfiant mais intéressé. La détresse a remplacé l'arrogance sur son visage. « Je suis prêt à t'aider, mais pas en abandonnant ma maison. »« Comment pourrais-tu m'aider ? Cette maison a une valeur sentimentale inestimable pour moi, mais elle a aussi une valeur financière. Elle pourrait servir de garantie pour un prêt qui t'aiderait à assainir ta situation. » Ses yeux s'éclairent légèrement. « Tu accepterais d'hypothéquer la maison pour moi ? Pas exactement. Je propose que nous partagions à nouveau officiellement la propriété, que tu me restitues la moitié de ce que tu m'as pris par ruse. Ensuite, nous pourrons envisager ensemble
Comment utiliser cet actif pour t'aider sans me mettre à la rue? Il réfléchit, pesant visiblement le pour et le contre. Et si nous ne trouvons pas de solution, demande-t-il, la voix soudain plus humble. Alors tu devras faire face à tes créanciers autrement, peut-être déclarer faillite, recommencer. Tu es jeune, tu as des compétences, tu peux rebondir. Ce serait la fin de ma carrière, peut-être, ou peut-être le début d'autre chose, quelque chose de plus authentique, de plus durable. Je me lève et m'approche de lui. Pour la première fois depuis des années, je pose ma main sur son épaule, sentant sous mes doigts la tension qui l'habite. Christian, je suis ton père. Je t'ai élevé seul après la mort de ta mère. Je t'ai toujours soutenu, même quand tu t'éloignais de moi. Je ne t'abandonnerai pas maintenant, dans les moments difficiles. Mais je ne peux pas te laisser me traiter comme un obstacle à éliminer. Je vois ses yeux s'humidifier légèrement, une fissure dans la carapace qu'il s'est forgée au fil des ans. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu es prêt à chercher une solution ensemble, comme une famille. Il hésite encore un instant, puis hoche lentement la tête. D'accord, essayons. Ce n'est pas une victoire, pas encore une réconciliation, juste une trêve fragile, un petit pas vers la reconstruction de ce qui a été brisé entre nous. Mais c'est un début. Je vais appeler les acheteurs pour leur dire que la vente est annulée, dit-il en sortant son téléphone. Et ensuite, nous irons voir Maître Lucienne ensemble, pour régulariser la situation de la propriété et voir quelles options s'offrent à nous. Je souris légèrement. C'est un bon plan. Il me regarde, et pour la première fois depuis longtemps, je crois apercevoir dans ses yeux une lueur du petit garçon qu'il était autrefois, celui qui me regardait avec admiration quand je lui apprenais à réparer son vélo ou à planter des tomates dans le jardin. « Je suis désolé, papa », murmure-t-il. « J'ai perdu mon chemin. Il n'est jamais trop tard pour le retrouver. » Alors qu'il passe son appel dans la pièce à côté, je m'approche de la fenêtre et regarde le jardin baigné de soleil. Le vieux chêne, le potager, les roses que j'entretiens en mémoire de ma femme. Notre maison, elle restera notre maison. Ce soir, pour la première fois depuis des années, Christian dormira dans son ancienne chambre. Nous avons beaucoup à nous dire, beaucoup à reconstruire. Ce ne sera pas facile, les blessures sont profondes des deux côtés. Mais nous sommes père et fils, liés par le sang et par les souvenirs que ces murs abritent. Demain, nous commencerons à chercher ensemble une solution à ces problèmes financiers. Je ne sais pas encore quelle forme elle prendra, mais je sais une chose, nous l'affronterons ensemble, comme une famille, comme nous aurions toujours dû le faire. 3 mois se sont écoulés depuis cette confrontation qui a tout changé entre Christian et moi. L'automne a cédé sa place à l'hiver, et un matin de décembre, je me réveille avec la sensation familière d'un froid mordant qui s'infiltre dans la maison. Le chauffage central n'a jamais bien fonctionné dans les chambres à l'étage. Je m'habille chaudement et descends préparer le café. Dans la cuisine, je trouve Christian déjà debout, penché sur son ordinateur portable. Il lève les yeux et me sourit. « Bonjour papa, bien dormi ?» « Comme un vieux de 78 ans peut dormir », réponds-je avec une grimace. « Et toi ?» J'ai terminé le plan financier. Je crois que nous tenons quelque chose de solide. Il a l'air différent ce matin. Plus détendu, plus confiant. Pas l'assurance artificielle qu'il affichait avant, mais quelque chose de plus authentique, de plus ancré. Ces 3 derniers mois ont été une période d'ajustement pour nous deux. Après notre confrontation, Christian a effectivement annulé la vente de la maison et informé ses créanciers qu'il cherchait d'autres solutions. Certains ont accepté des arrangements de paiement, d'autres ont été plus difficiles à convaincre. Mais progressivement, il a repris le contrôle de sa situation. La première étape a été notre visite chez Maître Lucienne, où nous avons régularisé la propriété de la maison. Christian m'a restitué 50% de la propriété, conformément à notre accord. La notaire nous a aidés à établir un document qui protège à la fois mes droits d'habitation à vie et les intérêts de Christian en tant que copropriétaire. Je suis heureuse de voir que vous avez trouvé un arrangement familial, nous avait dit Lucienne en signant les papiers. C'est ce que votre épouse aurait voulu, j'en suis certaine.
Sa remarque m'avait ému plus que je ne voulais l'admettre. Oui, ma femme aurait été fière de nous voir résoudre nos différends, de nous voir redevenir une famille. Peu après, Christian a pris une décision qui m'a surpris. Il a vendu son appartement parisien et s'est installé temporairement dans son ancienne chambre. Pour économiser sur le loyer et être plus proche pour travailler à une solution, avait-il expliqué. Mais je soupçonne qu'il y avait plus que ça. Un besoin de retour aux sources, peut-être, ou simplement de se reconnecter avec ce qu'il avait perdu de vue pendant toutes ces années. Alors, ce plan financier, lui demandai-je en me servant une tasse de café. Tu penses vraiment que ça va marcher ? Il fait pivoter l'écran pour que je puisse voir. Des tableaux, des graphiques, des projections. Tout cela reste un peu mystérieux pour moi, mais je fais l'effort de comprendre. En utilisant la valeur de la maison comme garantie, sans la vendre, j'ai pu négocier un prêt de consolidation auprès de la banque régionale. Le taux n'est pas idéal, mais c'est gérable. Et ton entreprise ? Un sourire se dessine sur son visage. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Tu te souviens d'Alexandre, ton voisin ? Bien sûr, comment l'oublier ? C'est lui qui m'a mis en contact avec le juriste qui m'a aidé. Eh bien, il se trouve que son fils travaille dans le développement durable. Nous avons discuté et il m'a fait découvrir un créneau que j'avais complètement négligé, la rénovation écologique de bâtiments anciens. Je hausse les sourcils, surpris. Et ça marche ? Mieux que je ne l'espérais. Il y a des subventions gouvernementales, des incitations fiscales. Nous avons déjà 2 projets en cours et 3 autres en négociation. Je le regarde, impressionné. En 3 mois, il a non seulement commencé à redresser sa situation financière, mais il a aussi réorienté son activité professionnelle vers quelque chose de plus durable, de plus en phase avec les besoins actuels. « Je suis fier de toi », dis-je simplement. Ces mots semblent le toucher profondément. Il referme son ordinateur et prend une gorgée de café avant de répondre. « Tu sais, papa, quand j'étais au plus bas, quand j'ai eu cette idée désespérée de vendre la maison et de te mettre dehors, il hésite, visiblement encore honteux de ce moment. Je croyais vraiment que c'était ma seule option. J'étais tellement perdu dans mes problèmes que je ne voyais plus ce qui comptait vraiment. La peur fait faire des choses terribles, réponds-je. Crois-moi, j'ai connu ça aussi. Vraiment ? Quand ? Je réalise alors qu'il y a tant de choses qu'il ignore sur ma vie, sur mes propres luttes. Des histoires que je n'ai jamais partagées avec lui, pensant le protéger ou peut-être par fierté mal placée. Au début des années 80, quand l'usine a failli fermer, j'avais tellement peur de perdre mon emploi, de ne plus pouvoir subvenir à vos besoins, que j'ai envisagé des choses dont je ne suis pas fier. J'ai même été tenté par un plan douteux d'un collègue pour détourner des matériaux. Ses yeux s'écarquillent. Toi ? Jamais je n'aurais imaginé. Je ne l'ai pas fait. Bien sûr, ta mère m'en a dissuadé. Elle a toujours été ma boussole morale. Mais j'ai compris ce jour-là à quel point la peur peut nous faire perdre de vue qui nous sommes vraiment. Un silence confortable s'installe entre nous. Par la fenêtre de la cuisine, je vois qu'il a commencé à neiger, de gros flocons blancs qui tombent doucement sur le jardin. « Tu sais ce qui me manque ?» dit soudain Christian. « Les bonhommes de neige qu'on faisait ensemble quand j'étais petit. Tu te souviens de celui avec le chapeau de maman et ton écharpe rouge ?» Je souris à ce souvenir. Bien sûr, ta mère était furieuse quand elle a vu son chapeau tout mouillé. Mais elle a fini par rire et prendre des photos. J'aimerais les revoir, ces photos. Elles sont quelque part dans les albums, au grenier. Christian se lève, décidé. On devrait les chercher. En fait, on devrait faire le tri dans toutes ces vieilles affaires. Je me suis toujours demandé ce que tu gardais là-haut. L'idée me séduit. Le grenier est devenu au fil des ans un dépositaire de notre histoire familiale, objets obsolètes, jouets oubliés, souvenirs précieusement conservés. Pourquoi pas ? Ça nous occupera pour la journée. Nous montons ensemble au grenier. L'escalier escamotable grince sous notre poids et l'odeur caractéristique de poussière et de bois ancien nous accueille. Christian allume la vieille ampoule qui pend du plafond, révélant un espace encombré de cartons, de malles et d'objets divers accumulés au fil des décennies. Par où commencer ?
demande-t-il, un peu intimidé par la tâche. Par le début, réponds-je en désignant une vieille malle en osier près de la lucarne. Nos albums photos sont là-dedans. Nous nous installons sur le plancher poussiéreux du grenier, la malle entre nous. En l'ouvrant, une odeur de papier vieilli et de cuir s'en échappe. Les albums sont là, soigneusement empilés, conservant les images de notre vie passée. Je prends le plus ancien, datant de nos premières années de mariage. Les photos en noir et blanc montrent ma femme et moi, jeunes et pleins d'espoir, devant notre maison nouvellement acquise. Christian n'était pas encore né. Maman était si belle, murmure Christian en effleurant du doigt une photo particulièrement réussie où elle sourit à l'objectif, ses cheveux soulevés par le vent. Elle l'est restée jusqu'à la fin, dis-je doucement. Nous passons des heures à feuilleter ces albums, redécouvrant des moments oubliés, riant de certaines tenues démodées, nous émouvant devant les étapes importantes de la vie de Christian. Son premier jour d'école, ses compétitions sportives, sa remise de diplôme. Tu étais toujours là, remarque-t-il en observant les photos, à chaque événement important. Bien sûr, je ne voulais rien manquer. Et pourtant, j'ai fini par m'éloigner de toi. Pourquoi, à ton avis? La question me prend au dépourvu. Elle est directe, sincère, sans accusation. Je suppose que c'est naturel, dans une certaine mesure. Tu as grandi, tu as voulu construire ta propre vie, loin de ce petit village. Paris t'offrait des opportunités que je ne pouvais pas t'offrir ici. Ce n'est pas juste ça, dit-il, pensif. Je crois que je voulais aussi te prouver quelque chose, te montrer que je pouvais réussir, être quelqu'un d'important. Tu n'avais rien à me prouver. J'ai toujours été fier de toi, quoi que tu fasses. Même quand j'ai échoué, même quand j'ai essayé de te mettre à la porte, je pose ma main sur son épaule. Les parents aiment leurs enfants même quand ils font des erreurs. Surtout quand ils font des erreurs. Ses yeux s'embuent légèrement. J'ai gâché tant d'années à courir après une réussite qui, au final, n'en était pas une. Tu as encore beaucoup de temps devant toi pour faire les choses différemment. Nous continuons notre exploration du grenier, déballant des cartons remplis de souvenirs, les jouets de Christian, mes vieux outils, les tricots inachevés de ma femme. Chaque objet raconte une histoire, chaque découverte suscite des questions, des anecdotes, des confidences. En fin d'après-midi, alors que la lumière hivernale commence à décliner, nous tombons sur une boîte que je ne reconnais pas immédiatement. Christian l'ouvre et en sort une liasse de lettres attachées par un ruban décoloré. Qu'est-ce que c'est? Je les prends, intrigué, et reconnais l'écriture fine et élégante de ma femme sur les enveloppes. Ce sont des lettres de ta mère. Je ne savais pas qu'elles étaient ici. Tu ne les as jamais lues? Si, bien sûr, quand elle me les a envoyées. C'était pendant notre première année ensemble, quand elle était partie 3 mois s'occuper de sa mère malade. Christian défait délicatement le ruban. On peut les lire? J'hésite un instant, puis hoche la tête. Ces lettres appartiennent aussi à notre histoire commune, à l'héritage que je veux lui transmettre. Nous redescendons au salon avec notre précieuse découverte. Le jour décline rapidement et j'allume les lampes tandis que Christian prépare du thé. Installés confortablement, nous commençons à lire ces témoignages d'un amour jeune, mais déjà profond. Elle écrivait merveilleusement bien, remarque Christian après la lecture de la première lettre. Elle avait un don avec les mots. Elle aurait voulu être écrivain, tu sais, mais la vie en a décidé autrement. Je l'ignorais complètement. Il y a beaucoup de choses que tu ignores sur ta mère, sur moi aussi d'ailleurs. Alors raconte-moi, dit-il simplement. J'ai envie de savoir. Et je me mets à parler, vraiment parler, comme je ne l'ai pas fait depuis des années. Je lui raconte comment j'ai rencontré sa mère lors d'une fête de village, comment j'ai mis 3 mois à oser l'inviter à sortir, nos projets, nos rêves, certains réalisés, d'autres abandonnés en chemin. Je lui parle de nos difficultés aussi, des périodes de doute, des petites trahisons sans importance et des grandes fidélités essentielles. Je lui raconte la maladie de sa mère, ces longs mois où nous savions qu'elle allait mourir, mais où nous faisions semblant de croire au miracle. Christian m'écoute attentivement, posant parfois une question, s'émouvant souvent.
Il découvre ses parents comme des êtres humains complexes, imparfaits, profondément attachants dans leurs faiblesses comme dans leurs forces. La soirée avance et notre conversation prend un tour plus personnel encore. « Tu sais, » dit Christian, « quand Hélène est partie, j'ai compris que j'avais commis les mêmes erreurs avec elle qu'avec toi. J'étais tellement obsédé par ma carrière, par la réussite matérielle, que j'ai négligé l'essentiel. Il n'est jamais trop tard pour apprendre de ses erreurs. Tu crois ? Parfois j'ai l'impression que certaines portes se sont refermées définitivement. Peut-être, mais d'autres s'ouvrent si tu sais les voir. Nous parlons encore longtemps ce soir-là, déballant des années de non-dits, de malentendus, de regrets. Ce n'est pas toujours facile, parfois même douloureux, mais profondément libérateur. Quand Christian monte finalement se coucher, il s'arrête au pied de l'escalier et se tourne vers moi. « Merci papa pour aujourd'hui, pour ne pas avoir abandonné quand j'étais au plus bas. C'est ce que font les familles, » réponds-je simplement. Elles tiennent bon quand tout s'écroule. Le lendemain matin, je suis réveillé par des bruits inhabituels venant du jardin. Je m'approche de la fenêtre et vois Christian pelletant la neige qui est tombée abondamment pendant la nuit. Il a dégagé un large cercle et semble rassembler de la neige en un tas central. Je souris en comprenant ce qu'il fait. Je m'habille rapidement et descends le rejoindre. « Tu as besoin d'aide pour ce bonhomme de neige ?» demandai-je en sortant dans l'air vif du matin. Il se retourne, son visage rougi par le froid et l'effort. « Je ne suis plus très doué, on dirait. » Il penche dangereusement. « La base est trop étroite, laisse-moi te montrer. » Et nous voilà, un vieil homme de 78 ans et son fils de 45 ans, construisant un bonhomme de neige comme si les années ne s'étaient pas écoulées. Nos mains rougies par le froid travaillent la neige, façonnant une créature qui prend peu à peu forme sous nos efforts conjoints. Alexandre, mon fidèle voisin, nous aperçoit par-dessus la haie et s'approche. « Je vois que vous n'avez pas perdu la main », lance-t-il joyeusement. « Il est magnifique, ce bonhomme. »« Œuvre commune », répond Christian en me souriant. « La tradition familiale. »« Vous devriez venir dîner ce soir, tous les deux, » propose Alexandre. « Caroline a fait son fameux bœuf bourguignon. »« Avec plaisir, » acceptai-je immédiatement. Christian acquiesce également. « Je dois passer quelques appels ce matin, mais je serai libre ensuite. »« Parfait. À ce soir, alors. » Alors qu'Alexandre s'éloigne, Christian se tourne vers moi. « Tu sais, papa, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. À l'avenir, je veux dire. Et qu'as-tu décidé ? Je crois que je vais m'installer définitivement ici, dans le village. Pas forcément dans la maison, tu as besoin de ton espace. Mais j'ai vu qu'il y a une petite maison à vendre près de l'église. Cette nouvelle me surprend et me réjouit à la fois. Tu abandonnerais Paris ? Paris m'a apporté beaucoup, mais aussi pris beaucoup. Je pense que mon avenir est ici maintenant, à développer cette nouvelle activité de rénovation écologique. Il y a un vrai potentiel dans la région. Et tu serais plus proche, dis-je, ne pouvant cacher ma satisfaction. Oui, plus proche. Il marque une pause, cherchant ses mots. Je me suis rendu compte que je ne veux pas passer à côté des dernières années avec toi, comme j'ai laissé passer les précédentes. L'émotion me submerge, mais je la contiens. Les hommes de ma génération ne s'épanchent pas facilement. Tu sais, poursuit-il, si tu es d'accord, je pensais qu'on pourrait faire quelques travaux dans la maison. Améliorer l'isolation, moderniser un peu le chauffage. Ça pourrait être mon premier chantier officiel. Tu veux utiliser ta propre maison comme vitrine pour ton entreprise ? Demandai-je amusé. Notre maison, corrige-t-il. Et oui, pourquoi pas. Elle a de belles qualités architecturales, elle se prête parfaitement à une rénovation respectueuse du patrimoine. L'idée me plaît. Voir la maison se transformer, s'adapter aux exigences modernes, tout en conservant son âme. D'accord, dis-je, mais à une condition. Laquelle ? Que tu me laisses participer aux travaux, je peux encore tenir un marteau, tu sais. Il rit. Marché conclu, on fera ça ensemble. Nous terminons notre bonhomme de neige, lui ajoutant une vieille écharpe que j'ai déterrée du placard et un chapeau que Christian a trouvé dans ses affaires. Le résultat est un peu bancal, mais étrangement émouvant.
On devrait prendre une photo, suggère Christian en sortant son téléphone de sa poche. Comme ta mère le faisait, approuvai-je. Il configure l'appareil en mode retardateur et vient se placer à côté de moi, son bras autour de mes épaules. Le flash crépite dans l'air hivernal. Une nouvelle photo pour notre album, une nouvelle page de notre histoire. Plus tard, alors que nous rentrons nous réchauffer, je regarde Christian préparer du chocolat chaud dans la cuisine. Sa présence dans la maison, qui me semblait étrange il y a quelques semaines, paraît maintenant naturelle. Comme s'il n'était jamais vraiment parti. Je pense à ma femme, à ce qu'elle dirait si elle pouvait nous voir maintenant. Je crois qu'elle serait heureuse. Pas parce que tout est parfait, nous avons encore nos différences, nos moments difficiles, mais parce que nous avons retrouvé l'essentiel. Le lien qui unit un père et son fils, au-delà des erreurs et des malentendus. Ces 3 jours qui devaient me voir quitter ma maison ont finalement été le début d'un retour. Pas seulement celui de Christian dans le foyer familial, mais notre retour l'un vers l'autre. Après tant d'années d'éloignement, la maison restera notre maison, témoin silencieux de nos joies et de nos peines, gardienne de nos souvenirs et de nos espoirs. Et j'y vivrai mes dernières années entouré de ce qui compte vraiment, l'amour retrouvé d'un fils qui avait perdu son chemin, mais qui a su revenir à temps. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Vos commentaires me font chaud au cœur et j'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de cette réconciliation entre un père et son fils. Avez-vous déjà vécu une situation similaire dans votre famille? Comment l'avez-vous résolue? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Chacune de vos histoires est importante et peut aider d'autres personnes qui traversent des moments difficiles. Merci de votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle histoire.